Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode déjà de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Laurent, est-ce que tu t'es échauffé la voix? Oui, bonjour à tous. Je suis Magnifique. prêt pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait la nuit dernière. J'ai rêvé que mon SAV était profitable et je me suis dit, c'était presque un cauchemar parce que pour moi, j'ai jamais vu ça. Il paraît qu'il y a des entreprises qui font du profit avec du SAV, c'est vrai ça? Ou Hein? Qu'est-ce que c'est en Oh, fait? c'est une utopie, ça, c'est quelque chose. On est sur une autre planète. En même temps, c'était un rêve. Alors, est-ce que ça peut être la réalité? Dis-nous tout. Ah, est-ce que ça peut être la réalité? Oh, j'irais même plus loin. C'est que si ce n'est pas la réalité, c'est qu'il faut vraiment se poser des questions. Parce que aujourd'hui, peut-on réellement se dire qu'un SAV ne peut être qu'un centre de coût? C'est toujours quelque chose qui me surprend, qui existe encore, hein. Il existe encore quelques entreprises qui subissent cette organisation SAV, alors pour plein de bonnes raisons, mais très souvent par manque de conscience claire, du fait que ça ne devrait pas être le cas, que le SAV doit être un centre de profit, et deux, par manque de compréhension par où le prendre, parce qu'un SAV est par nature extrêmement complexe, et donc c'est pas évident de se dire, ok, mon SAV il est là depuis peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, par quel bout je vais le prendre, par quel morceau je vais commencer pour essayer de faire en sorte que ce soit rentable. Parce que dès qu'on touche à quelque chose, boum boum, il y a 35 choses qui bougent à côté, hein. C'est ça la difficulté. Donc oui, un SAV peut être profitable et peut être même extrêmement profitable. Et c'est surtout l'enjeu de ce siècle. L'enjeu de ce siècle, c'est que quand on regarde l'évolution du marché, on voit bien que les marges sur les machines, sur les équipements, se sont de plus en plus petites. Pourquoi? Parce que il y a la mondialisation, il y a des concurrents de partout, la pression au marché est très importante. Si on rajoute en plus les crises qu'on a traversées, qui ont fait augmenter de manière importante certaines matières premières, allonger certains délais de production, augmenter l'inflation qui augmente les coûts globaux d'une manière générale. Et donc tout cet environnement, sans compter l'incertitude, etc. Bon, je ne veux pas trop en donner, mais voilà, on a un environnement qui fait que on ne peut plus aujourd'hui, même en étant extrêmement innovant technologiquement ou techniquement, se garantir qu'on va avoir des marges très confortables longtemps. On n'est plus dans ce monde-là. On est, on peut y arriver, on peut arriver à faire à certains endroits à gagner de la marge. On doit bien sûr toujours les défendre, évidemment, mais c'est pas là que le développement de l'entreprise va se faire. C'est pas grâce à ces marges-là que le développement de l'entreprise va se faire. Le développement de son entreprise va se faire sur les marges qu'on va faire sur les services, à la condition d'arrêter de regarder le SAV comme un service technique. Il faut vraiment arrêter de faire ça, mais de regarder le SAV comme un ensemble de services qu'on va pouvoir associer à nos technologies. Et que, si je pousse encore le trait à l'extrême, que nos technologies sont une excuse pour faire du service. Je pousse le trait, mais c'est vraiment ça la logique. Donc, ça veut dire que ça ramène la question de service au niveau stratégique de l'entreprise. C'est vraiment au niveau du comité de direction qu'on doit se poser la question, c'est quelle est la place des services chez nous? Sur notre marché, avec nos clients, dans la façon dont on voit l'avenir, sur le cap, la vision qu'on s'est fixée, comment accroche les services, comment on s'appuie sur eux. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris ça, et si jamais c'est compliqué, bah, nos podcasts servent aussi à ça. Il y a des conférences que l'on peut mener aussi autour de ces questions-là en interne aussi pour faire bouger les consciences. Mais une fois qu'on a fait ce passage-là, on peut se dire, OK, quels sont les moyens que je vais y mettre? Parce qu'évidemment, si je veux gagner quelque chose sur une activité, on le sait bien en entreprise, ça passe par de l'investissement. On doit d'abord investir quelque chose qui nous produira à un moment donné du résultat. Donc, ça veut dire qu'on va devoir donner des moyens au SAV qui soient aussi conséquents que les moyens qu'on peut donner au développement d'une activité commerciale ou marketing différente. C'est le même principe. Ensuite, pour que ça fonctionne, il va falloir un peu de méthode. C'est-à-dire qu'il va falloir entrer dans certains outils, comme ceux que je peux proposer, qui permettent de savoir comment construire son organisation SAV. Donc sur quoi, par quel ordre je vais commencer. Et dans un précédent podcast, j'avais précisé un triptyque qui est important, c'est-à-dire d'avoir des missions claires, un périmètre du SAV très clairement défini,
d'avoir une maîtrise des coûts et d'avoir des indicateurs qui soient posés. Ok. Ce triptyque-là, il est toujours nécessaire. On ne peut pas construire de profitabilité, de rentabilité sans avoir posé très clairement ce triptyque. Donc, s'il y a un point de départ, c'est celui-là. Juste ce point de départ-là prend un petit peu de temps parce que c'est pas toujours clair. Okay, dans les SAV tels qu'ils sont aujourd'hui, quand on les a un peu subis, qui se sont construits en faisant, comme dans l'ultra majorité des entreprises, et c'est ok, hein, c'est même pas un sujet, mais ça s'est fait comme ça, c'est historique, et donc on doit reposer les choses un peu à plat. Donc ça, c'est vraiment le point de base. Ça, c'est vraiment un des fondements qu'il faut avoir posé. Et puis, je dirais, il y a un verrou qu'il faut lever, c'est de se dire que oui, on peut gagner de l'argent avec ce truc-là. Ce machin qui nous coûte de l'argent là depuis des années, ok, ou c'est qu'une source de problèmes. Hein, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de venir avec des problèmes, ok, qui en même temps en résolvent beaucoup, hein, ne l'oublions pas. Eh bien oui, ça peut gagner de l'argent. Déjà, c'est vraiment ce premier cap qu'il faut passer. Comment c'est possible? T'as des exemples concrets où il y a des entreprises qui gagnent de l'argent avec le SAV? Ils ont une sauce secrète ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il faut déjà avoir une baguette magique, hein, c'est souvent le point de départ, hein, ça aide pas mal. Mais si on n'en a pas, eh bien, je peux donner 2-3 exemples d'entreprises. Dans les entreprises que j'accompagne, j'ai par exemple une entreprise qui avait vraiment un SAV de structure vraiment très très mal nécessaire, qui avait conscience que ça pouvait être autrement, mais qui voyait pas trop comment faire. On est passé d'un SAV, on va dire, qui représentait 4-5% du chiffre d'affaires, okay, donc ils vendaient vraiment presque rien. Les pièces étaient mises à part. Les pièces n'étaient pas dans le SAV et représentaient une moyenne de 15% à peu près du chiffre d'affaires. Donc, comme les marges étaient un peu confortables sur les pièces, ça allait pas trop mal. Mais le service représentait vraiment presque rien. Tout le travail a été de poser à plat la situation existante, de comprendre les liens, l'historique, la base du client, etc. On a fait tout ce travail-là pour bien définir une stratégie. Et une fois qu'on a défini une stratégie, on a commencé à déployer. Et alors, je vais prendre une ligne directrice. On a déployé pas mal, mais la ligne directrice principale qui est compatible pour tout le monde, c'est de se poser la question des services récurrents. Quelles sont les prestations récurrentes que je peux proposer à mes clients, par catégorie de clients, par segment de clients? Quels sont les services qui ont du sens pour les clients et qui génèrent de la marge pour l'entreprise? Donc ça se fait notamment en co-construction avec certains clients. Donc on pourra rentrer un peu plus tard peut-être un peu dans les méthodes, il y en a pas mal. Et en faisant ce cheminement, on est arrivé en 2 ans à dépasser les 30% du chiffre d'affaires réalisé par le SAV. Okay, donc on est passé de 3-4% à 30% du chiffre d'affaires en 2 ans. Ça peut être plus En rapide. 2 ans, c'est quand même efficace, hein? Ah oui, mais ça peut être plus rapide. Ah oui, d'accord. Oui, ça peut être plus rapide, c'est une question de volonté et de moyens de l'entreprise. Mais c'est pour montrer que dans un temps assez court, on peut rapidement avoir des résultats significatifs et avoir un retour sur investissement significatif. Il faut accepter d'y mettre quelques moyens et un peu de temps. Et alors, par exemple, tu parlais d'investissement à faire. C'est quoi le premier investissement que cette entreprise elle a fait, si elle en a fait un? De faire un audit de la situation. Parce que si on ne sait pas d'où on part, si on ne sait pas où sont les freins, où sont les leviers, c'est très compliqué. Donc il y a eu ce premier pas. Et ensuite, le deuxième investissement, ça a été d'accorder du temps, de permettre à certains membres de l'équipe de dégager environ 10%, 10 à 15% de leur temps pour le consacrer au développement du SAV. Okay, ce qui n'est pas évident dans un SAV, hein, parce que dans un SAV, en général, tout le monde court dans tous les sens. Donc tout le monde est assez chargé. Eh bien, on a repensé un peu, on a rediscuté en interne, on a repensé un peu certains éléments du travail pour dégager du temps et qu'ils puissent consacrer du temps. C'est vraiment l'investissement le plus important. Okay, parce que ça va prendre du temps et il faut qu'il y ait de l'énergie humaine qui se mette sur le dossier. Ça ne peut pas se faire autrement. Après, une fois qu'on a structuré, qu'on a mis en place les process, on en est venu à un moment donné à re-questionner le système informatique dans un dernier temps. Mais c'est vraiment le dernier temps. C'est comment on vient optimiser, automatiser ce qui peut l'être, ce genre de choses, avec des outils informatiques. D'accord. Et il y a un truc qui m'a marqué. Tu as parlé comment nos technologies peuvent devenir une excuse pour faire du service. Ça veut dire qu'il faut que je programme mes machines pour qu'elles aient de l'obsolescence programmée, par exemple? Absolument.
C'est vrai qu'on pourrait faire ce raccourci-là, surtout pas, surtout pas. Sans se programmer aujourd'hui, je pense qu'on en a tous conscience et on en a tous ras-le-bol, ok, sur les équipements, que ce soit les équipements, et notamment les électroménagers ou les véhicules, ou des choses comme ça. Alors qu'elles soient réellement programmées ou qu'elles soient un peu structurées dans la façon dont la conception a été pensée, mais dans les deux cas de figure, c'est pas quelque chose de durable. Et en plus, c'est complètement à l'opposé des logiques de développement durable, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc, on n'est pas, ça serait vraiment pas dans l'air du temps. En revanche, le fait de mettre dans les mains d'un client des éléments techniques ou technologiques, à partir du moment où je fais ça, je sais que mécaniquement, un, ces équipements à un moment donné auront des problématiques, tomberont en panne, auront des difficultés. Deux, que les personnes doivent apprendre à l'utiliser et à l'utiliser dans leur contexte, ce qui n'est pas forcément la même chose d'un contexte à un autre. Et trois, qu'il y a forcément des formes d'entretien. Donc soit cet entretien est fait par le client, soit il est fait par l'entreprise, mais en tout cas, il y aura des besoins. Et quatre, et c'est cet aspect-là qui est souvent très négligé, qu'il y a plein d'autres endroits qui sont soit avant mon équipement, soit après mon équipement, soit autour de mon équipement, où j'ai un rôle à jouer en tant qu'entreprise, où j'ai de l'expertise, j'ai de la compétence qui pourrait venir simplifier les processus de mes clients. Et ça, c'est complètement négligé. C'est-à-dire qu'on reste focalisé sur la machine, focalisé sur l'équipement, en oubliant ce qu'il y a autour. Non, non, ce qu'il y a autour nous intéresse énormément. Parfois, ça peut emmener l'entreprise à développer de nouveaux savoir-faire, à aller chercher d'autres compétences, soit qu'elle va acquérir en interne, soit qu'elle va chercher avec des partenariats, pour proposer des prestations qui vont apporter beaucoup de valeur ajoutée aux clients. Donc c'est à la fois, quand je disais d'utiliser l'équipement comme un prétexte, c'est à la fois pour servir la machine, les process de mon client et ce qu'il en fait, et en même temps regarder autour, et à quels endroits on a aussi de la compétence qui peut apporter de la valeur. Super intéressant. Et plus tu parles de ça, plus je suis en train de me dire, moi, dans le milieu du matériel agricole, il y a un truc qui nous manque beaucoup en SAV, c'est des connaissances agronomiques. Et souvent aussi, c'est tellement de plus en plus pointu que c'est une demande qu'ont les agriculteurs. En fait, je me dis qu'on pourrait réunir ces deux mondes pour avoir de la plus-value, par exemple, à apporter à son client quand on est concessionnaire de matériel agricole. Est-ce que tu as, d'autres exemples de prestations récurrentes qui pourraient parler à plus de monde, on va dire, qu'un SAV pourrait mettre en place? Oui. Alors, alors j'ai peut-être deux exemples en tête. Je vais prendre un exemple extrême. Un exemple extrême qui est de se dire finalement pourquoi je vends des équipements. À un moment donné, je pourrais m'arrêter de vendre des équipements. Alors, si je dis ça comme ça, il y a peut-être quelques crises cardiaques qui risquent d'apparaître. Mais en fait, pourquoi vend-on des équipements? Dans la réalité, on met des équipements à disposition de nos clients pour qu'ils produisent quelque chose. Ok, ils ont eux-mêmes leur propre production et les équipements viennent servir à produire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Ce qui les intéresse, nos clients, si on va au bout du bout du bout, c'est pas la machine en tant que telle, c'est les fonctions de la machine, c'est ce qu'elle fait. Okay, c'est ça qui les intéresse réellement. Donc, si je veux vraiment amener le service le plus élevé possible, mon job, c'est de garantir que les fonctions que je mets à disposition de mon client soient toujours disponibles de la meilleure façon possible et de la façon la plus optimale possible dans son contexte à lui. C'est ça mon job. C'est pas de fabriquer des machines. Mmh. La machine n'est que le moyen de répondre à certaines fonctionnalités. Eh bien, ce cheminement-là, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est d'aller se poser la question de comment je pourrais finalement vendre l'usage plutôt que la machine. Pour être capable de vendre l'usage, il faut donc que j'ai un service client extrêmement robuste, parce que ça va reposer sur lui. C'est toutes mes capacités de service qui vont faire que je vais pouvoir m'engager sur des résultats, sur le fait que la fonctionnalité sera bien disponible au bon moment, de la bonne manière, sous la bonne forme, que les personnes qui l'utilisent, je vais faire en sorte qu'elles aient toujours le bon niveau de formation, avec tous les outils de formation que je peux avoir à ma disposition, hein, les compétences de mes équipes techniques, les documents, les supports tutos, etc. Tout cet ensemble-là, que je vais faire en sorte d'avoir un dialogue permanent avec mon client, très régulier pour savoir comment il l'utilise, sous quelle forme, les difficultés qu'il rencontre, comment son marché évolue, comment son contexte évolue, comment je l'adapte, de façon à ce que je garantisse tout le temps que les fonctionnalités soient là au bon moment, de la bonne manière, sous la bonne forme. C'est l'extrême du service, c'est-à-dire que finalement mon équipement devient service.
On l'oublie pratiquement. Ok. Bien sûr que sans lui, le service n'existe pas. J'ai bien besoin qu'il soit présent. Et j'ai bien besoin qu'il soit robuste, performant, durable. Mais ça fait penser aussi autrement, c'est-à-dire que je suis obligé de fabriquer quelque chose qui va durer. Puisque si je vends plus l'équipement, que je le mets à disposition, que je me fais payer, que ce soit une forme de loyer, que ce soit une valeur d'usage quelconque, peu importe, il y a plein de modèles et là aussi, il n'y a pas de copier-coller, il faut le construire, il faut vraiment le bâtir, parce que ça doit s'adapter à trop de choses spécifiques. Mais ce modèle-là est extrêmement rentable. Les entreprises qui ont fait ce genre de switch, la rentabilité se chiffre on parle de 200%, 300%, 400%. Ok. On Comment est c'est plus à possible? 40%, on est à 300%. Ok. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'autres services. Ok. Ça, le fait de se poser la question de la fonctionnalité, ça amène à développer énormément de services. Alors évidemment, ça se fait pas d'un coup de baguette magique et en un mois. Ça prend 3, 4, 5 ans d'aller dans cette démarche-là. On peut avoir des premières étapes à un an, mais globalement, pour arriver à des niveaux de marge très élevés, ça prend un certain temps parce qu'il y a un temps aussi d'immobilisation, d'amortissement des équipements, etc. On pourrait parfois le réduire à la location, c'est pas de la location. Ok. La principale différence entre la location et la vente de l'usage, c'est que la location, la responsabilité du matériel passe au client le temps où il le loue. Ok. C'est lui qui est responsable du matériel, pas moi. Ok. À l'usage, je suis responsable tout le temps. Il n'y a pas de transfert de responsabilité. C'est bien moi qui les ai tout le temps. C'est la très très grosse différence. Il y en a d'autres, mais c'est la principale. Donc ça, c'est un extrême, ok, où là, on se dit, waouh, les marges, c'est hyper intéressant. Oui, mais c'est une grosse transformation d'entreprise. Entre les deux extrêmes, entre le SAV qui commence à se structurer, à gagner un peu d'argent, et puis celui où on est complètement passé à la vente de l'usage, sachant que les modèles cohabitent. Ok, quand je passe à l'usage, c'est pas toute ma gamme, tous mes produits, tous mes équipements. C'est des parties de gamme, des parties de produits. Je mets un peu de nuance aussi. Entre les deux, bah, j'ai par exemple quelques clients où il y avait déjà un SAV qui tournait pas trop mal, qui gagnait de l'argent. On était plutôt déjà dans une logique centre de profit. On représentait à peu près 20 à 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, à peu près 40% de la marge de l'entreprise. C'était à peu près ça les chiffres. On a travaillé sur l'optimisation. Alors l'optimisation, c'est un peu côté production. On va gagner un peu en productivité, on va optimiser un peu les process. Donc il y a des choses qu'on gagne un peu de ce côté-là. Et puis surtout, on a travaillé le développement des services, du portfolio de services, le portefeuille des différentes prestations qu'on a, les logiques de récurrence, on est allé très finement là-dedans. On a fait de la co-construction avec un panel de clients, et on est arrivé sur certains segments, sur certaines gammes, à passer de à peu près, comme je disais, 30% du chiffre d'affaires, on est monté à 50, 60% du chiffre d'affaires réalisé avec le service. Okay. Et proportionnellement, on était à 70% de marge. Donc on peut faire des gaps comme ça sur des échelles de temps de 1 à 2 ans en, en s'appuyant sur ce qui est déjà là. Okay. On ne part pas de rien, on part pas à imaginer des choses, à phosphorer, à faire du brainstorming dans tous les sens. C'est pas du tout ça la logique, c'est très méthodique. C'est vraiment de se dire, c'est une analyse très fine des clients que l'on a, des historiques qu'on a, du parc machine qui est installé, de la façon dont les clients utilisent certaines machines, des épines qu'ils rencontrent, des difficultés qu'ils ont au quotidien, euh, et ensuite de regarder comment on a la compétence de traiter, à quel endroit on a la compétence de traiter, à quel endroit on l'a pas, est-ce qu'il y a des endroits où il faut tisser des coopérations ou pas, euh, et ensuite on va développer des mécanismes de prestation, des packs de prestations qui vont assembler peut-être à certains endroits juste de la prestation, à d'autres de la prestation, de la pièce, certaines fonctionnalités, de la formation, et des petits packages comme ça qu'on teste, qu'on valide, et ensuite on déploie. Voilà pour donner deux, trois Mhm. exemples simples. Et l'entreprise que tu avais pris en exemple qui est passée à 30% de... Ouais. 30% de... Je ne sais plus ce que tu as employé comme terme, désolé, mais cette entreprise que tu as pris en exemple, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme prestation par exemple? Alors, on a travaillé 2 sujets avec elle. Il y a eu un temps où les choses commencent toujours pour un audit parce qu'il faut toujours regarder ce qui est déjà là. Il faut bien comprendre ce qui est en place et à quels endroits il y a des leviers. Et ensuite, ça a été un accompagnement d'un petit peu plus d'un an pour travailler un certain nombre de sujets. Et en même temps, il y a eu quelques petits temps de formation parce qu'on a aussi fait monter l'équipe commerciale sur
la vente de services, parce que vendre des équipements, vendre des services, c'est pas la même chose. Donc, tous les commerciaux sont pas capables de vendre du service. Donc, il faut les former, il faut les accompagner à faire certains pas. On est sur la vente qui pérennise, on est sur sur de la vente relationnelle, où il faut aller vraiment très finement, il faut questionner beaucoup plus que ce que ne font en général les commerciaux. Et puis, il y a un peu de process commercial à développer. Et puis, on a aussi, il y a un deuxième volet de formation, sur le SAV. On a monté un peu les équipes techniques. Donc, c'était pas des très grosses équipes, hein. Il y avait une quinzaine de techniciens. On les a montés en compétences relationnelles, parce que c'est toujours un sujet. Ok, c'est pas dans les formations initiales. Donc, les techniciens, pour bien utiliser leur capacité de conseil, amener les choses de la bonne manière, ne pas trop en dire, ne pas dire des bêtises, par exemple, ne pas dire ah ben, je comprends que vous ayez des mal avec cette machine, hein. Ah bon, on a toujours le même problème avec celle-là, hein. Voilà, ce genre de phrase-là, ça fait partie des choses qui abîment le SAV. Donc, ça s'apprend, hein. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, c'est pas une fatalité. Et on a fait, donc ça, c'est la première formation qu'on a menée sur le SAV. Puis on a mené une petite formation aussi sur les managers, parce qu'il fallait modifier un peu certains mécanismes dans le management, pour que le management devienne beaucoup plus responsabilisant, qu'il soit pas trop paternaliste. Voilà ce que j'ai fait sur cette structure. Et donc, en 12-18 mois, on a switché. La transformation s'est faite et ça s'est traduit dès la deuxième année dans le chiffre d'affaires. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont offert comme prestation à leurs clients? En termes de contenu, on a Concrètement, travaillé ouais, sur pour... la attends. prestation récurrente. Alors, il y a des choses que je ne peux pas forcément dévoiler, mais Oui. pour faire simple, euh, il y a une offre spécifique de préventif. On est allé très 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 finement dans le préventif pour, en fonction de certaines gammes, proposer on va dire du préventif élargi. Je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on a ajouté des petites prestations un petit peu pertinentes parce qu'on l'a repéré chez les clients. On a repéré que c'était des épines pour les clients. Donc on est venu leur dire, ben, on va le faire pour vous. Et une grande partie, à peu près 40%, a accepté. Et comme il y avait une marge significative là-dessus, ça a été vraiment intéressant pour l'entreprise. Donc ça a été un exemple. Et puis un deuxième exemple, c'est que on a travaillé sur la façon dont les utilisateurs exploitaient les machines. Souvent, il y a des formations préformatées. Ok, on vient expliquer aux utilisateurs comment faire ceci, comment faire cela. Et là, on était sur un marché où, selon l'utilisation qu'ils en faisaient, ils en tiraient une productivité plus ou moins élevée. Et donc, là aussi, on a travaillé très finement sur la façon de les former et sur un suivi dans le temps. Et on ne s'est pas contenté de faire une formation au début. Ça a été c'est des programmes qu'on leur a vendus, qu'on leur a proposés. Et comme ces programmes étaient corrélés à de la productivité pour eux, donc des gains assez rapides et assez facilement quantifiables, bah, ils ont investi sans aucun problème. Il n'y a eu aucune difficulté. Et ces plans de formation étaient extrêmement aussi rentables à réaliser. Donc, ça a été Et des touches comme ça. Ok, à chaque fois, c'est assez spécifique. donc tout l'enjeu, ouais, de super bien préparer et puis même de faire participer les clients pour être sûr de répondre à ses Oui. besoins, en fait. Oui, c'est ça, je le dis souvent, il faut toujours se souvenir que les services sont toujours coproduits. Toujours. Ok, on ne fait pas un service tout seul. Si le client ne me donne pas un coup de main, ça ne marche pas. Ok, on doit faire les choses ensemble. C'est toujours coproduit. Et quand on a bien ça en tête, bah, du coup, on comprend que si c'est coproduit, bah, ça doit être co-construit. Et donc, les impliquer dans la conception des services, évidemment. Ils sont les mieux placés pour savoir si ça va leur plaire ou pas, si c'est utile ou pas. Pas toujours les mieux placés pour exprimer leurs besoins, hein, parce que c'est pas toujours ils n'ont pas toujours conscience qu'ils ont certains besoins, parce Mm. qu'ils se sont débrouillés autrement, ils font autrement. Donc il n'y a pas toujours la conscience. Alors moi, tout ça, ça me fait peur parce que moi, mon SAV, j'ai 15 techniciens. Si je veux faire comme cette entreprise, proposer des prestations, il va falloir que j'embauche 15 autres techniciens, n'est-ce pas? Comment c'est possible d'arriver à 5, de passer de 5% à 30%? Ils ont augmenté leurs équipes ou pas? Ils ont augmenté un petit peu l'équipe, oui. Oui, oui, Ah. je sais plus si c'était 19 ou 20 ou 21. Il y a eu quelques techniciens supplémentaires qui ont été embauchés, mais au fil du temps, hein, pas la première année. Mhm. C'est venu au fil du temps, ça a été la deuxième et la troisième année. Bah parce qu'il y avait du développement, hein, donc il fallait assurer les services, les prestations. Mais c'est toujours plus facile quand on a un matelas de revenus récurrents d'investir et d'embaucher que quand c'est aléatoire et qu'on est en pompier à faire du dépannage, hein. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes prévisions, on ne peut pas se projeter de la même manière, évidemment. Donc ça, bien sûr, ça a joué. On a aussi augmenté l'équipe commerciale. On a redistribué un peu les rôles internes aussi au niveau du support.
de manière à ce que les métiers des personnes ont un peu changé, ont un peu évolué. Donc ça a changé ça, mais à partir du moment où c'est dans le projet de l'entreprise, qu'on a des résultats qui apparaissent, on est dans la gestion courante, en fait. Tous les patrons savent faire ça, savent dire, OK, on va prévoir d'embaucher ceci, d'embaucher quelqu'un, d'accompagner à tel endroit, en support, en formation, etc. Ça devient assez simple une fois qu'on a rendu les choses plus lisibles et que le retour sur investissement peut être évalué un peu plus facilement. Et est-ce que quand tu arrives avec ce genre de notion, tu as des techniciens, quand ils entendent des SAV profitables, ils hurlent au scandale. On va se faire de C'est pas l'argent sur la tête du client, c'est pas normal, on n'est pas là pour ça. ouais. Moi c'est ce que j'ai pensé longtemps, hein. Ouais, et c'est normal en fait. C'est normal parce que, je vais dire, il y a peut-être deux phénomènes qui se croisent. Le premier phénomène, c'est que quand on vient, qu'on choisit le métier de technicien SAV, on n'a pas choisi le métier de technicien, on a choisi le métier de technicien SAV. C'est une très grosse différence. Dedans, il y a au moins deux éléments. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en isole deux. Le premier, c'est qu'un technicien parle aux machines, un technicien SAV parle à des humains. Premier écart. Ok, ma relation en technicien, c'est des machines. Donc, si j'adore la technique, je vais travailler dans un centre ou un endroit où il y a une ligne de production quelconque. J'exploite des machines, tout va bien. Je fais bien que de la technique et je suis content. Donc, c'est très bien. C'est aussi noble. Hein, il n'y a pas de critique dans ce que je dis. Mais si je choisis le métier de technicien SAV, c'est que je veux autre chose. Il y a la notion de satisfaire qui est forcément extrêmement présente. Ok, elle est viscérale, elle est chevillée au corps. Sinon, on ne va pas dans ce métier-là. Donc, si on choisit, si on a la satisfaction au fond de nous, bah, évidemment que quand on va parler argent, on va pas être à l'aise. Parce que bah, l'objectif, c'est de satisfaire. Et comme ma compétence, c'est les techniques, bah, c'est de résoudre des problèmes, pas parler d'argent. Donc, je suis pas à l'aise à parler d'argent. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, je suis pas à l'aise à parler d'argent. Donc, effectivement, si on me parle de rentabilité sur mon métier qui est de satisfaire les gens, ça ne matche pas. Les deux vont pas ensemble, dans ma tête. Okay. Donc ça, il faut le déconstruire. Il faut simplement donner quelques notions financières, quelques notions d'économie aux équipes techniques, parce qu'elles n'en ont pas, et ça s'apprend, heureusement. Donc là aussi, hein, c'est pareil, c'est un peu d'évolution, mais ça, c'est juste de l'accompagnement. Et puis, démystifier l'argent, en fait. Une entreprise, elle doit être rentable. Ça semble tellement évident qu'on arrête de le dire. Sauf qu'elle n'est pas rentable pour être rentable. Elle est rentable au service d'un projet, au service d'une vision. Elle a une raison d'être, elle a une utilité sur le marché. Et c'est parce qu'elle veut remplir cette raison d'être qu'elle a besoin de moyens pour le faire, et ces moyens nécessitent des moyens financiers. Mais la rentabilité, elle est au service d'un projet. Si on fait de la rentabilité pour faire de la rentabilité, c'est sûr que ça perd en intérêt. Mm. Donc, ça arrive, il y en a quelques-unes sur le marché qui sont comme ça, mais c'est loin d'être les plus fréquentes. L'ultra majorité des entreprises ont une vraie raison d'être. Donc, une fois qu'on a bien expliqué ça, que cette rentabilité, elle sert à réaliser la raison d'être, et donc à avoir les moyens de le faire, et parmi ces moyens, il y a effectivement le fait de pouvoir recruter des compétences, dont les compétences des techniciens. Donc, tu vois, tout ça, ça rentre dans un ensemble qu'on comprend. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le fait qu'on a cette satisfaction qui n'est pas liée avec la question de la rentabilité. Et puis la deuxième, alors, il y en a d'autres, là aussi, hein, je simplifie, la deuxième raison principale, c'est l'historique. C'est que si le SAV a tout le temps été traité comme la cinquième roue du carrosse, ça semble juste impossible de se dire que ce machin-là va être profitable. Bon, quand on a tout le temps été traité comme oui, tu nous coûtes trop cher, il faut vraiment que tu réduises tes temps parce qu'il y en a marre de tous ces coûts. De toute façon, le SAV, ça fait que coûter de l'argent. De toute façon, c'est le SAV qui m'empêche de vendre des machines. Enfin, ce genre de phrases qui ont été quand même répétées hein, un paquet de fois. Se projeter et se dire ben, c'est bien de gagner de l'argent, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc, là aussi, c'est pareil, il faut redonner ces lettres de noblesse au SAV. Okay, c'est un métier qui a autant de valeur que les autres, si ce n'est plus. Et en plus, je dirais c'est même pire, c'est qu'il n'y a pas de développement possible d'entreprise sans les services associés. C'est une illusion de se dire que sur les 10, 15, 20, 30 années qui viennent, on va se développer sans service. C'est une illusion. C'est une vue de l'esprit. Je pense dans le matériel agricole, il y en a qui s'y sont mis, mais il y en a beaucoup qui doivent s'y mettre là. Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible partout d'être profitable, d'avoir un SAV profitable, où il y a des entreprises où c'est impossible à ton avis? Pour moi, c'est impossible de ne pas être profitable.
Je vais le dire autrement. Ok. C'est-à-dire que si on n'est pas profitable, c'est que soit on n'y a pas mis les moyens, soit on s'y est pas pris de la bonne manière. Ok. Et c'est normal que ce soit difficile. C'est normal que ça semble extrêmement complexe, extrêmement compliqué. C'est normal, parce que ça l'est. C'est une réalité. C'est complexe. Et comme il n'y a pas une recette, comme il n'y a pas une recette prédéfinie, où on aurait étape 1, étape 2, étape 3, et puis on appliquerait, c'est difficile de se projeter, de se dire qu'on pourrait faire autrement. Surtout qu'en général, les entreprises, elles sont toujours pleines de bonne volonté. Les personnes qui ont été là ont toujours essayé de faire de leur mieux, dans l'immense majorité des cas, et elles n'y sont pas arrivées. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur dit, mais si, je vous assure, on peut faire autrement et vous allez y arriver, on le regarde toujours avec un peu de suspicion. Bah oui, il est gentil, il essaie de nous vendre quelque chose. Et puis en plus, bah, des fois, on est tombé sur des accompagnants qui ne sont pas performants. Ça arrive aussi. Donc, les expériences passées amènent un regard critique sur le sujet, et c'est normal, et c'est ça, en fait, qui est ce regard critique. Ce que je conseille, c'est, d'abord de se dire, d'arrêter de se dire que c'est impossible, d'abord. Se dire, c'est possible. Ça va être compliqué, mais c'est possible, premièrement. Si on a du mal à le faire, il y a moyen de participer à des séminaires, à des conférences, des choses comme ça, pour essayer de lever les choses. 2, c'est de se dire, on a besoin d'être accompagné sur ce genre de choses. Soit parce qu'on recrute quelqu'un qui a déjà les compétences, qui l'a déjà fait plusieurs fois, peut-être dans d'autres entreprises, dans d'autres domaines, et donc quelque part par l'intérieur, il peut y arriver. Okay, c'est un chemin possible. Soit je vais chercher quelqu'un d'extérieur comme moi qui va venir et qui va nous accompagner à le faire. C'est deux chemins possibles et les deux peuvent très bien fonctionner. Et dans les deux cas de figure, comme on le fait avec un salarié, il y a une forme de période d'essai avec un salarié. Avec un consultant, c'est pareil. Quand on lui fait faire par exemple son audit, ben, la façon dont il va nous restituer l'audit va nous parler. C'est pertinent, c'est pas pertinent, ça semble concret, c'est théorique, c'est fumeux, c'est construit. Tout ça, ça va nous donner de la matière et on va se dire ok, on continue pas. Mhm. C'est d'y aller. Ce que je veux dire derrière, en fait, c'est d'y aller par étapes. Okay, parce que c'est complexe et parce qu'on a besoin aussi de se rassurer, eh bien, on fait une première étape, puis une deuxième, puis une troisième. On y va par petits bouts. On ne cherche pas à tout faire d'un coup. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis peut-être que j'ajouterais aussi, pour démystifier un peu les choses, c'est que notre rapport à l'échec a aussi de l'importance. On a un peu de mal à se dire que peut-être qu'on va échouer. On n'aime pas trop ça, de manière générale. Okay, on ne se lance pas dans la création d'entreprise ou dans le développement d'une entreprise. On va échouer. Ouh, super. Évidemment que non. Et pourtant, on a échoué des paquets de fois. On s'est trompé des milliers de fois. Okay. Sauf que, en général, si on réussit, c'est qu'on apprend de chacune de ces erreurs, de chacun de ces échecs. On en apprend quelque chose. Donc souvent, ce que je conseille aux entreprises, même si vous y allez seul, si vous vous dites, ok, moi, le SAV, je vais essayer de faire tout seul. Très bien. Faites juste en sorte d'échouer rapidement. Faites en sorte d'échouer rapidement. C'est-à-dire, faites en sorte d'avoir construit des petits pas, plantez-vous, apprenez de ce plantage et passez au petit pas suivant. Il y a quelque chose comme ça à avoir, et culturellement en France, on n'est pas très câblé comme ça. Les anglo-saxons le sont un peu plus. En France, pas trop. Hein. Premier échec, bon, allez, on arrête tout. Ben non, en fait, non, non, non. Ça se structure l'échec. On peut se préparer à un échec, mais alors on appelle ça des organisations réflexives, c'est-à-dire c'est comment on met en place des temps, comment on a évalué et structurellement posé des temps d'évaluation dans son projet, et comment on les mène ces temps d'évaluation pour apprendre, pour être tout le temps dans l'apprentissage. Ça aussi, ça s'apprend. Échoue vite, apprends vite et recommence. Voilà. Il y a un truc qui m'a marqué et qui me plaît beaucoup, c'est que dans l'exemple que tu as pris, vous avez, comment dirais-je, restructuré des postes pour donner le temps aux personnes de repenser le SAV. Et moi, tout le SAV que j'ai vu depuis 13 ans, qui a quand même évolué, mais c'est encore le cas. Moi, mes prospects, les gens que je veux avoir comme clients sont des directeurs techniques, des responsables SAV, des techniciens. Et ils sont encore tous constamment dans le jus, quoi. Mais les mecs, ils arrivent même pas à prendre un quart d'heure pour parler. Enfin, ils prennent pas le temps. Et en fait, un jour, je leur disais, en fait, peut-être que le meilleur SAV, c'est le SAV lent, quoi. C'est le SAV qui prend le temps, ce qui est complètement fou, parce que quand tu leur dis ça, ils pètent des câbles, parce que eux, c'est éteindre des feux, courir partout, et s'ils s'arrêter, en plus, c'est mal vu, c'est qu'ils travaillent plus, quoi. Ouais.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. À la il y a à la fois la relation que l'on a au travail et souvent dans le monde technique, le travail, c'est faire. Donc si je suis pas dans le faire, je suis pas en train de travailler. Mhm. C'est pas vrai évidemment, parce que de temps en temps, il faut réfléchir un peu aussi. Je dis pas que les gens réfléchissent pas, attention, hein. Mais on est dans le faire et le faire, c'est travailler. Donc il y a la relation au travail qui est un sujet et puis il y a un deuxième sujet, c'est que si je ne m'organise pas, je suis tout le temps en train de traiter des urgences. Quand je traite des urgences, je fais pas tout bien. Il y a des choses forcément où je n'ai pas la vue globale, donc je fais partiellement, je résous un problème, mais je me rends pas compte que le fait de le résoudre de cette manière-là va générer 3 problèmes à venir que je vais devoir gérer par la suite. Que le fait de ne pas avoir bien fait, bien tracé les informations, de bien avoir écrit les informations, de mal avoir rempli un rapport, de mal avoir fait deux, trois choses, va créer un litige et que ce litige va consommer du temps à 25 personnes. Enfin, j'exagère un peu sur le chiffre, peut-être, mais à 4, 5 personnes, y compris moi. Et ça, quand on regarde en détail et qu'on décompose, il y a des dizaines et des dizaines d'endroits où on n'arrête pas de semer des petites bombes qui explosent plus tard et qui nous consomment du temps. Il y a plein d'endroits. D'un point de vue managérial, d'un point de vue commercial, d'un point de vue SAV, on fait que ça. Et donc, effectivement, ben, comme les problèmes arrivent, ben, on doit les traiter. Et comme on en a généré d'autres, ben, on doit en traiter plus. Et on est dans une lutte infernale. Sans compter les problèmes que les clients ont réellement. Okay, la fiabilité du matériel qui va jouer, qui va me charger ou pas. La façon dont les choses ont été vendues, les promesses qui ont été faites, sur lesquelles j'ai été consulté ou pas, les engagements qu'on a pris qui sont tenables ou pas. Enfin, il faut vraiment regarder les choses comme ça dans ce détail-là pour repérer les endroits où on mange du temps pour rien. Okay, alors pour rien. Sur le moment, on fait des choses, mais on aurait pu faire autrement et on aurait pu l'économiser. Donc, si on ne prend pas le temps de se poser pour le faire, ben en fait, on ne prendra on n'aura toujours jamais de temps. Tout. On sera toujours en train de courir. Donc, il y a bien un moment donné, il faut se poser. Donc, il y a un moment donné, il faut dire stop. Et très souvent, ce dont je me rends compte, c'est que quand un responsable SAV fait une pause pour prendre un temps de réflexion, eh bien, le monde continue de tourner sans lui. C'est assez incroyable. C'est génial. Je pense qu'on pourra faire quelques autres épisodes sur le sujet là, parce que Je crois. il y a de quoi dire. Je pense qu'on est déjà dans un des épisodes les plus longs et on pourrait continuer parce que ouais, il y a beaucoup de sujets à traiter. Euh, on va s'arrêter là, hein. Oui, On se voit la semaine prochaine. plaisir. Allez, merci à vous et puis bonne journée. Bonne journée, bonne semaine. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!